La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Retour en studio avec mes confrères. Pour l'instant, avec nous deux. Le patron du journal Flambeau des démocrates, Loïc Losson, qui est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Eric Gatton. Vous allez bien? En forme, ça va. Très bien, ça me fait plaisir de vous avoir en forme. Bonjour FerdinandAlité. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous aussi vous portez bien. Oui, ça va. Et nous devons fin de semaine, c'est toujours épuisant. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. On est tous épuisés, donc là on attend avec impatience le week-end pour se reposer. Nous allons avoir une pensée pour notre confrère Abi Alpha. Oui, Abi Alpha, cette semaine qui a perdu sa maman et donc naturellement il est absent ce matin aussi. Oui, c'était vraiment triste ce qui est arrivé. Les choses se sont vite précipitées. Les choses se sont précipitées ces derniers jours. Ça méritait mal en point. Il a fait venir à Lomé pour des examens et puis bon, voilà, le pire est arrivé. On a toute une pensée pour lui. Il est monté pour l'enterrement et il va rentrer ce week-end. Très bien. Je ne sais pas si vous avez un message particulier, Loïc, à l'endroit de notre compte. Tout naturellement, tu sais, c'est des moments difficiles qu'on comprenne seulement quand on est passé par là. Bien sûr. Et naturellement, moi j'ai appris l'information avec Ferdinand et je n'ai pas hésité rapidement à l'appeler pour essayer de discuter directement avec lui, voir son moral et lui dire en tout cas ce qu'il faut pour lui remonter le moral. C'est pas facile, il a fait ce qu'un fils doit faire à une mère, il s'est occupé d'elle et il s'est battu pour la soigner, mais Dieu a décidé autrement et bon courage à Abi, c'est pas facile que la terre soit légère à notre maman, à nous tous, que Dieu l'accueille dans sa miséricorde, dans sa maison. Très bien. Par cela, nous allons maintenant parler de l'actualité et je propose que nous commençons avec cette affaire de profanation. Le sujet, on l'avait vécu, mais un petit peu plombé par l'actualité à l'époque. C'était en octobre lorsque Mosquée a été profanée sur la voie de Ketao quand vous quittez la ville de Karassou notamment. Ça a été submergé par l'actualité, la crise politique en son temps et puis récemment, le phénomène a ressurgi au sud du pays et à Lomé, à Guanivé précisément. Une première mosquée avec des Corans profanés, une seconde mosquée brûlée, et puis il y en a d'autres également dans la zone, à l'Egbasito, à Guanivé centre et consorts. Et ça a quand même provoqué son lot d'indignation jusqu'au niveau de l'Union musulmane du Togo qui a fini par réagir finalement en début de semaine. On a vu également la conférence des évêques du Togo qui a apporté son soutien et toutes les autres confessions religieuses également. Et dans votre apparition hier, Loïc, d'abord dans l'éditorial, vous parlez d'ennemis de l'islam et puis vous consacrez un autre article carrément à ce sujet, rébellion contre Allah, malheur, hein, écrivez-vous. Oh, oui, tout naturellement, parce que, tu sais, je fais partie de ceux qui ont été très indignés par ces images. On n'a pas besoin d'être musulman pour le comprendre. Mais pour ceux qui comprennent un peu l'islam et ses préceptes, ça fera encore plus mal. Aller dans une mosquée, petite soit-elle, parce qu'un lieu saint, c'est un lieu saint. Dieu n'habite pas forcément une grande maison, il peut habiter une petite maison, pourvu qu'il se sente à l'aise. Et avoir le culot, le toupet, d'aller brûler des nattes sur lesquelles les fidèles se mettent pour prier. Plus loin, de brûler le Saint-Coran. Qu'Allah pardonne à ces messieurs. Parce que je ne sais pas s'ils mesurent l'acte qu'ils ont posé, ces garçons, et contre quoi ils l'ont posé. Mais je peux t'assurer, Eric, que tous les musulmans qui sont à l'écoute peuvent te l'assurer, ils sont foutus pour leur vie. Eux et leurs commanditaires. Je ne suis pas en train de mourir, mais je dis, pour ceux qui comprennent l'islam, je suis catholique, mais qui connaît un peu, en tout cas la religion musulmane, et qui connaît un peu le Coran, hein, je dis, je suis convaincu que c'est foutu pour eux et pour leurs commanditaires. Maintenant, les pistes, il faut que le gouvernement fasse tout pour trouver ceux qui ont fait ça. Le patron de la sécurité a rassuré quand même qu'ils sont en train de rechercher ces bandits, ces voyous. Oui, c'est des bandits. Ils vont les traquer pour les avoir. Il faut les avoir, quel que soit, et leurs commanditaires. Surtout. Oui, c'est important. Parce que ces jeunes ne se sont pas levés comme cela. Je suis convaincu qu'on leur a demandé, ils sont mission commandée.
Et dans notre analyse et dans notre article, on a développé deux hypothèses. Parce que pour nous, il y a deux hypothèses. Allez-y. La première hypothèse est la piste que le général Yak doit suivre. Une hypothèse, c'est soit des esprits mal intentionnés ou très radicaux au niveau du PNP qui ont fait... Vous êtes sur le plan politique. Sur le plan politique, oui. Allez-y. Parce que pour moi, l'affaire là n'est pas gratuite, c'est pas gratis. Au niveau du PNP, pour justement, je ne dis pas que le bureau politique du PNP l'a fait, mais je dis des jeunes qui peuvent le faire pour se victimiser et maintenant provoquer la colère des musulmans. Entièrement. La seconde piste, ça peut être les radicaux du régime qui, dès les premiers instants de la crise du mois de supplément du 19 août, ont traité le parti panafricain, national panafricain PNP, de parti djihadiste, de parti, je ne sais pas, terroriste, de parti... Alors, on fait ça pour faire quoi? Pour crier effectivement la colère des musulmans, parce qu'on connaît souvent ces genres de réactions au niveau des musulmans. Ils ont les nerfs à fleur de peau, on touche en courant, c'est fini. Ça s'embrase. Alors, pour provoquer la colère des musulmans vis-à-vis des chrétiens, qui chercheront à aller brûler les musulmans. Comme ça, la crise politique que nous connaissons va demeurer. Non, elle ne va même pas demeurer forcément, mais elle va voilà, on va l'étouffer. Parce que tu imagines ce que ça peut créer. C'est dit si jamais les musulmans tombaient dans le piège de la manipulation là, et allaient s'attaquer aux églises. Tu vois un peu ce que ça va donner. Des églises, ça va... peu comme en Centrafrique. En Centrafrique, des églises, ça va glisser sur un affrontement dans les quartiers entre musulmans, et dans des maisons. Et tu vas voir, la crise politique togolaise, qui est une crise essentiellement, je dirais, d'alternance, de gouvernance et tout ce qu'on sait, va glisser sur notre terrain. Elle sera étouffée. La communauté internationale à CEDEAO vont la reléguer au second plan et on va vouloir régler notre problème qui est carrément religieux. Et moi, je dis que ça soit sur l'un ou l'autre aspect, peut-être il y aura d'autres hypothèses que quelqu'un peut développer. Que ça soit l'une ou l'autre hypothèse, les personnes ont lamentablement échoué. Parce que les Togolais ont pris du recul, ont su que c'est de la manipulation. Et ils n'ont pas voulu tomber dans le piège. Bravo à tous ceux, aux Togolais pour cette maturité de n'avoir pas tombé dans ce piège. Parce que je n'ai pas compris. On a pris du temps. Ce que j'ai regretté au niveau du gouvernement. Pour communiquer là-dessus. On a pris du temps. Bien. Ferdinand, quelle est votre analyse de cette situation-là que nous vivons depuis quelques semaines maintenant au Togo? Non, je pense que Loïc a dit l'essentiel. Ce qu'il faut ajouter, d'abord il faut condamner ces actes-là, qui sont des actes crapuleux, qui sont attentatoires au vivre ensemble et à la cohésion du pays. Maintenant, il faut se poser la question à qui profite le crime. Il y a des hypothèses qui ont été déroulées tout à l'heure. Il faut prendre les cas de figure pour se demander, dans le contexte actuel, qui peut profiter de cette situation, à qui ça profite véritablement, et pourquoi on traîne à rechercher les gens et tout ça, surtout que la zone dans laquelle... Est-ce qu'on traîne à les rechercher? On a réagi d'abord, et puis la zone dans laquelle ça s'est déroulé, c'est une zone fortement militarisée, et que à quelques kilomètres de casernes, à tout de rôle, on brûle des mosquées comme ça. On se pose bien des questions, surtout que dans ce pays, quand il y a des petits voleurs qui sont dans les quartiers, on arrive vite à les débusquer. Et donc, l'objectif, c'est de nous glisser sur le terrain religieux et pousser les communautés religieuses à s'affronter, déplacer peut-être la crise politique. C'est là où je salue la réaction des communautés chrétiennes, catholiques d'abord, et puis tous ceux qui aujourd'hui doivent rendre visite à l'Union musulmane pour essayer de rappeler que qu'on soit musulman, chrétien, tout ça, on est les mêmes et qu'on doit vivre ensemble sur ce territoire et que nos problèmes ne sont pas des problèmes d'abord religieux, c'est des problèmes de gouvernance, des problèmes politiques. Et donc moi je pense que c'est des actes qu'il faut condamner et j'espère que ceux qui sont derrière ces actes-là, demain ne vont pas aller brûler une église pour dire bon voilà, il y a des gens qui... on brûle là à côté, on brûle de l'autre côté aussi. Peut-être que c'est la première partie du plan, il y aura peut-être une seconde phase du plan. C'est pour cela qu'il faut inviter ceux qui disent, qui mènent les enquêtes à
à traquer rapidement les auteurs et à les présenter. J'espère que ils seront arrêtés, ou j'espère qu'on ne viendra pas nous dire qu'on a arrêté des gens qui ne sont pas les vrais auteurs. On va dire que c'est tel qui nous a envoyé, comme on sait le faire au Togo ici. Maintenant, au-delà de tout ça, je voulais quand même réitérer quelque chose. Allez-y. Il faut qu'on fasse très attention lorsque nous glissons les questions religieuses dans le domaine public. Il faut faire extrêmement attention. J'avais déjà dit dans ce studio que le Togo reste une république laïque et toute question de religion doit être mise hors de l'espace public. Lorsque vous animez l'espace public, il faut prendre des positions fermes vis-à-vis des questions religieuses. Sinon, vous prêtez le flanc à toutes sortes de manipulations. Bien sûr. Vous prêtez le flanc à toutes sortes de manipulations. Et donc, ce message-là, je l'adresse à ceux qui peuvent l'entendre, pour que des gens essayent de réitérer dans l'espace public le caractère non religieux de notre pays. On n'est pas dans une théocratie. Les actes politiques doivent être des actes fondamentalement laïques. Et on doit exclure de l'espace public toute question de religion. Donc pourquoi est-ce que vous dites ça? Oui, parce que... Personne n'a initié la religion dans la gouvernance de l'État au Togo. Non, je ne parle pas de la gouvernance de l'État, je parle des actes que nous posons tous les jours. Vous vous rappelez que lorsque, au fort moment de la C14 et des manifestations, on avait fait des reproches en disant oui, certains refusaient de manifester les vendredis, d'autres disaient qu'il ne fallait pas faire ça. Oui, c'est des signes religieux. Excusez-moi de le dire, c'est des signes religieux. Il faut arrêter ça. C'est des signes religieux. Vous savez que lorsque le pouvoir accusait le PNP d'avoir des prétentions religieuses, on a pris des images pour aller montrer à des chefs d'État que voilà, on a égorgé des militaires avec des signes religieux. Et ces genres de choses ont fait mouche. Et vous savez aussi que dans les meetings hebdomadaires qu'on tient à Goué, les samedis pour informer les militants du PNP, le régime a envoyé plusieurs fois des gens prendre des photos pour démontrer aux ambassadeurs que les femmes et les hommes ne se mettent pas ensemble. Ah. Vous voyez, et ça fait du mal à ce parti. Les femmes et les hommes ne se mettent pas ensemble. Ça veut dire que c'est un signe religieux. Et c'est mauvais. Vous voyez, même au Mali, au Sénégal, au Niger, qui sont des pays à forte potentialité musulmane, quand on fait des meetings politiques, les femmes et les hommes sont ensemble. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut mettre hors du champ politique toute question religieuse. C'est important. Et il faut que ceux qui animent la scène politique réaffirment le caractère non religieux de tout parti politique. Pour éviter que des gens mal intentionnés ne commencent pas à poser des actes comme ça pour nous glisser sur le terrain dangereux comme on est en train de le voir dans le cas de la Centrafrique. Le Togo reste, selon les préambules de la Constitution et les articles fondamentaux, une république laïque. Et il faut que la religion soit boutée hors de l'espace public. C'est important. Oui. Oui, non, je crois que je suis totalement d'accord. Parce que quand moi je vois les réunions, hebdomadaires du PNP, et dans les images je vois les femmes quelque part, les hommes quelque part, comme si on est à une prêche musulmane, je dis il y a un problème. Et ça, il faut avoir le courage. Il faut le dire carrément aux gens du PNP, parce que moi je dis c'est d'eux qu'il s'agit au premier responsable, que la religion et la politique sont deux choses différentes. Sinon je leur dirais, autant ne même pas faire la politique si quelque part dans le Coran il n'était pas écrit qu'il fait d'être politiciens. S'ils disent que c'est au nom de l'islam qu'ils mettent les femmes à l'écart, non, ça ne marche aucunement pas. Et comme l'a dit Ferdinand, des pays essentiellement musulmans, c'est-à-dire ils sont à 90% musulmans. Oui. Et pendant, moi j'ai des amis actuellement au Mali, et pour la campagne, mais tout est mélangé. C'est-à-dire femmes et hommes sont mélangés. Pourtant là-bas on a même parlé de... À Tombouctou, il y a eu les djihadistes entre-temps qui ont voulu faire de, comment vous appelez ça, du Mali Karma, un État musulman, islamique. Mais pourtant ils n'ont pas cédé. Mais je ne comprends pas que le PNP en 2018, en pleine ville, parti politique avec une charte dite panafricaine, puisse faire des meetings où les femmes sont à l'écart. Ça, il faut vite l'arrêter parce que, vu de l'extérieur, je dis bien vu de l'extérieur, ce n'est pas beau. Et facilement, ça joue contre le parti. Et puis là, pour les Togolais qui ne se retrouvent pas, d'accord, pour les Togolais qui ne sont pas d'obédience musulmane, qui veulent être au PNP, et qui se retrouvent, c'est un blocage. C'est un blocage. Si moi j'ai ma soeur qui aime porter des pantalons,
Et on tient porter des pantalons et porter des petits habits. Et qui a envie d'être membre du PNP, d'aller à un meeting du PNP. Alors, on va lui demander d'être en foulard et de se mettre à l'écart. Non, c'est pas possible. Mais tu vois, donc il y a un problème. Parfait, messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer notre première pause. Ça durera à peine 1 minute. On se retrouve pour la seconde partie de Taxi Presse de ce vendredi. Retour en studio avec mes confrères Ferdinand Haïté et Loïc Lawson. Est-ce que vous pensez que cette histoire de profanation va s'arrêter là ou qu'il y aura une suite véritablement à donner à ça, Ferdinand Haïté? Non, c'est notre plus grand souhait. Il faut que ceux qui sont en train de jouer à ce jeu dangereux arrêtent de s'en prendre aux mosquées. Mais il faut aussi que les gouvernants fassent vite les enquêtes pour arrêter les auteurs. On ne va pas continuer par faire les enquêtes comme on en a fait dans d'autres cas, les marchés, les incendies ou le vol à l'aéroport où on n'a jamais connu les responsables jusqu'à ce jour. On sait que dans ce pays, quand vous avez une intention malveillante à l'égard du pouvoir, dans les 24 heures qui suivent, vous pouvez être caché dans un trou, on arrive à vous trouver. Maintenant, il faut trouver ceux qui ont brûlé ces mosquées-là ou ont tenté de saccager ces mosquées-là. Ça va de la crédibilité du gouvernement d'ailleurs, et ça vous permet à l'opinion de situer les responsabilités sur les vrais auteurs pour qu'on sache qui sont, quelles sont les intentions, quelle intention était derrière ces actes-là. Donc c'est important. Il y a d'autres analystes qui nous demandent d'observer ce qui s'est passé en 2013 lorsque nous étions au temps fort de la crise avec le collectif Sauvons le Togo. Oui. En 2013, on a brûlé les marchés, ici on a arrêté certaines personnes. Oui. On est encore au temps fort de la crise, il y a des églises, des mosquées qui sont brûlées. Oui. Est-ce qu'on peut faire une relation entre les deux choses, Loïc, à votre avis, ou c'est une vue de l'esprit? Bon, moi je ne saurais le dire. Je considère que c'est une simple coïncidence, mais ce que je peux dire là-bas, c'est que autant pour le marché était criminel, autant brûler les mosquées c'est criminel, et autant pour le marché, très vite on a trouvé on a retrouvé ceux qui ont fait ça, très vite on a retrouvé ceux qui ont fait ça, et là ça crée. Je dis, il faut qu'on les retrouve. Je dis, il en va de la crédibilité, même je ne sais pas, de notre système sécuritaire. Si facilement on s'est retrouvé des gens pour des trucs, je ne sais pas, autres, il faut être capable de les retrouver. On doit les retrouver. Et surtout que le ministre de la Sécurité, je crois que par sursaut d'orgueil musulman qu'il est, il fera tout pour démasquer ces criminels. Il ne démasquera pas les criminels parce qu'il est musulman. Oui, il les démasquera parce qu'il est patron de la sécurité. Je sais, je dis, le fait, normalement, c'est parce qu'il est patron. Ça devrait galvaniser. Ça doit le galvaniser parce que Dieu sait, lui, il sait que Allah va le récompenser aussi pour avoir démasqué ces messieurs qui ont eu à faire cela. Très bien. Alors, un élément avant d'aborder notre sujet, c'est lié toujours à la sécurité. Il y a une semaine, le ministère justement de la Sécurité a rendu public des chiffres qui demeurent marquables par rapport à la circulation, aux accidents de circulation au Togo. Comment est-ce que vous interprétez ça finalement, Ferdinand Haïté? Bon, voilà, on a aussi le sentiment qu'à chaque fois on nous dit que les routes ont tué, mais en amont, enfin, on a aussi le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui soit véritablement pour diminuer tout ça. Non, ça devient un cycle des comptes macabres. Hein. À chaque moment, on vient faire une conférence de presse, on dit bon voilà, il y a eu tel nombre de morts sur les routes, et il y a eu des mutilés, il y a eu ceci, cela. Et qu'est-ce qu'on fait véritablement pour arrêter les cartons? Rien du tout. Les routes sont dans leurs états qu'on connaît au Togo. Par exemple, vous avez envie d'aller à Zanguera aujourd'hui, vous ne savez pas si c'est une route ou c'est un sentier ou c'est je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, ceux qui ont l'habitude de prendre cette ruelle-là, on ne sait pas si c'est une route, c'est un sentier. Ouais, à partir du rond-point de douane pour aller jusqu'à Zanguera, les gens font extrêmement attention. Il faut être vraiment un conducteur avisé pour ne pas ramasser une moto parce que il y a carrément, le goudron n'existe carrément pas. À un moment donné, c'est à peine 2 mètres, le goudron fait 2 mètres. Et donc ça, c'est au cœur de la capitale. C'est des routes qui sont à l'abandon depuis. Vous avez les routes un peu partout comme ça à l'intérieur du pays. Ensuite, vous avez la corruption avec les agents des forces de l'ordre. Vous avez les policiers qui sont dans les rues. Nous les voyons tous les jours, même en venant tout à l'heure, j'en ai vu, et qui sont là à prendre 500 000 francs chez les taximans. Ça, il semble que quand on le dit, ça blesse. Mais c'est une réalité, c'est un constat. C'est pas une question de
énerver les gens. C'est un constat. Nous le vivons tous les jours. Vous les voyez en pleine circulation. Et dès qu'un taximan s'arrête, on va, on prend les pièces, on fait semblant d'aller présenter les pièces et puis on glisse de l'argent aux policiers qui le mettent dans sa poche. Ces policiers-là, si on faisait un contrôle dans la rue, je pense qu'on trouverait leurs poches totalement pleines à un moment donné. Et donc, ça se passe au vu, au su de tout le monde. Et pourtant, on nous a dit dans ce pays qu'on va combattre la corruption dans la police. En même temps, quand on le dit comme ça, il faut rappeler aussi que les policiers sont là depuis, on a dit qu'on va adopter leur statut, on n'a jamais mis le statut en application. Et donc, ces gens aussi n'ont pas les avantages qui sont liés à leur fonction. Donc, ils sont obligés d'aller dans la rue pour prendre de l'argent. Vous voyez. Et tout ça, c'est un peu lié, c'est complexe. Vous voyez. Et donc, quand on prend de l'argent, on ferme les yeux sur celui qui a fait une surcharge, on ferme les yeux sur celui qui a mis trop de bagages sur la voiture, et naturellement, quand ce chauffeur est en train d'aller à l'intérieur, eh bien, il fait un accident et puis il y a des morts. Et c'est tous les jours que ça se passe comme ça. Et donc, je pense que c'est tout le système même qui est totalement en déconfiture. Et c'est pas la peine de sécurité. Tout à fait, routière. La sécurité routière qui est totalement en déconfiture, la corruption est passée par là, le manque de matériel est passé par là, les policiers qui sont dans les rues avec leur propre moto, il n'y a pas de motard, il n'y a pas de voiture de police, il n'y a pratiquement rien, et c'est avec leur propre moto qu'ils poursuivent ceux qui ont fait commis des infractions. Ceux qui ont commis des infractions et tout ça. Et voilà les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et ce qui fait encore beaucoup plus mal, c'est les policiers qui gèrent la circulation à 7 h du matin et ceux qui gèrent à 18 h au feu rouge pour pouvoir permettre la fluidité de la circulation. Ces gens-là souffrent énormément les soirs ou les matins, ils n'ont pas de matériel de travail. Et donc, c'est trop facile chaque fois de venir dire, bon, écoutez, on fait le bilan, il y a eu des morts, et puis on impute la responsabilité, la grande responsabilité aux usagers, sans parler des autres facteurs que sont l'état des routes, l'état des voitures qui circulent. Ah, ça c'est notre problème. Est-ce que ces voitures sont assurées? Est-ce que ces voitures sont en bon état? Et puis, les chauffeurs, est-ce que tout le monde est en règle et tout ça? C'est tout un ensemble. Et donc, je pense que si on veut réformer le secteur, c'est tout ça qu'il faut voir plutôt que de venir... Et le confrère Le Perroquet, dans sa parution d'hier, aussi évoquait le sujet bilan à mi-parcours d'accidents de circulation au Togo, la cupidité des forces de l'ordre et la négligence des autorités, entre autres causes de ces accidents. Vous partagerez un petit peu l'opinion, Louis Clausson? Pas vraiment, pas vraiment. Très bien, et tu sais, Eric, on est d'abord soi-même responsable de sa propre vie. C'est sûr. C'est-à-dire, on doit être conscient. Une fois qu'on est sur une moto, une fois qu'on est dans une voiture, que cet engin, autant il me sert, autant il est dangereux. Alors, à toi de savoir, la vigilance vient de toi. C'est pour ça d'abord, en conduite, on nous apprend que la vue, c'est la vie. Il faut que tu sois assez vigilant pour éviter cela. Bon, maintenant, et comment vous appelez ça? Souvent, la plupart des taxis, des accidents, c'est justement les taxis brousse, c'est les taxis, c'est autre. C'est vrai qu'il y a des particuliers aussi. Souvent, c'est dû à des surcharges, à des somnolences, au manque de permis et tout cela. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et là, je crois qu'il y a un problème, un problème de sensibilisation. Je vois dans l'alternative, chaque parution, portez votre casque parce que ça sauve des vies. Bien sûr. C'est un bon message. Et je dis que ça doit être à l'échelle. Le civisme qu'on dit, c'est aussi cela. Le budget est voté chaque année, mais je ne sais pas où est-ce que le budget passe. C'est-à-dire il faut arriver dans un pays comme le nôtre à sensibiliser les gens en leur faisant comprendre que c'est d'abord pour vous. C'est d'abord votre vie. Parce que, tu sais, quand le ministère de la Sécurité s'est mis pour les casques... Il y a un phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la plupart de nos artères, quand un policier arrête un conducteur parce qu'il s'est mal comporté sur la voie, vous voyez tout de suite le monsieur qui sort du volant, qui appelle quelqu'un, oui, on passe le téléphone, n'est-ce pas, au policier, oui. Et puis basta, on passe à autre chose. Oui, ça arrive, c'est surtout les dames, Ce cas-là, c'est surtout les dames qui sont dans les grosses cylindrées. Moi, j'ai vécu des cas comme ça. Elles sont dans des grosses voitures et elles pensent qu'elles peuvent narguer les policiers parce qu'elles connaissent un colonel, elles connaissent tel. Mais aussi, les policiers sont formés aujourd'hui de telle sorte que tant qu'il y a infraction, si tu tiens bon, parce qu'aujourd'hui, il y a la presse, il y a les réseaux sociaux, tiens bon. Monsieur, vous nous aviez dit que si quelqu'un brûle un feu rouge ou si quelqu'un a une... Voilà, vous êtes nos chefs, c'est vous-même qui avez dit, elle a fait une infraction, voilà. Maintenant, si elle demande pardon, c'est autre chose. Mais moi, le chantage de passer quelqu'un, je trouve qu'il y a un chantage là-bas. Mais, et pour rester dans ma logique, je dis, il faudrait
et d'abord que chacun soit responsable de sa propre vie. Ça passe par la sensibilisation. Ça passe par une sensibilisation assez forte. Puis il faut aussi, le problème que Ferdinand souligne par rapport aux jetons qu'on glisse, c'est dû à quoi? C'est parce que les policiers sont mal payés. Avant que nos policiers font du bon boulot sur la route, irrigateur. Ils sont sous le soleil, c'est leur boulot, mais déjà c'est leur job. Mais c'est pas facile, les insultes, on les insulte de gauche à droite. Mais j'ai remarqué, moi personnellement, qu'il y a une unité, surtout la DSR, qui fait un travail formidable. Moi, je ne sais pas comment ces messieurs et dames ont été, comment on dit ça, sensibilisés par leurs supérieurs. Sur la route, ils sont impeccables. Ceux qui ils sont un peu parfois en gilet jaune, là. Ils sont assez durs, assez fermes, réglo. Et quand ils sortent, les gens tremblent. Tu peux être en costume dans ta voiture, tu trembles. Parce que quand ils sortent, ils sont intraitables. Et moi, j'ai dit, ceux-là, cette unité doit être déployée parce que c'est une unité qui a été créée récemment. Elle existait pas depuis. Donc, ils doivent être déployés. Mais en même temps, il faut qu'ils soient polis, même si vous brûlez un feu tricolore. Oui. Quand on vient vers vous, ça fait partie de la dans formation. le message, il faut que vous soyez polis. Ça fait partie de la formation. Et ça, je crois qu'il y a... Oui, on est d'accord. Yacc l'a souvent dit, le ministre Yacc a souvent dit qu'il faut qu'ils soient polis tout le temps. Ça, je suis d'accord. Ça fait partie de la formation. Mais n'oublie pas aussi que quand tu es jeune policier, tu viens de porter la bille, ils veulent faire diesel, c'est lui, il est prêt à mettre de l'ordre. Ça sert à rien. Oui, comme le disait un jeune policier, mais l'a dit, que lui, il est pressé qu'on l'envoie sur la route pour le maintien d'ordre. C'est-à-dire, il va... Voilà, tu comprends? Donc, tant qu'ils sont, une fois qu'ils sont bien payés, il faut rappeler, leur statut n'est pas, je ne sais pas s'il est encore voulu. Non, c'est voté, mais bon, l'application n'existe pas. Mettons ce statut en application, essayons de les mettre à l'aise. Et maintenant, une fois qu'ils seront mis à l'aise, on verra s'ils continuent pas à réclamer. Moi, par exemple, hier, mercredi, je rentrais à la maison autour de minuit, j'ai vu des militaires sur la voie, la nuit. Ça m'a rassuré au moment parce que c'est dans un corner, il y avait assez de noirs. Ça m'a rassuré, le monsieur avait besoin de quelque chose, mais il ne m'a pas chanté. Ça dit quand il est venu, ses chefs, on est là pour vous. Un petit café. Un peu de café, on est la nuit, ça fait pitié. Tu fais du café parce qu'il est là pour toi. Maintenant, il faut faire tout pour les mettre à l'aise parce que ces messieurs et dames font du bon boulot. Au niveau de l'hôpital, moi je me rappelle récemment, il y a beaucoup de taximans qui garent là-bas, qui klaxonnent et dérangent qui sont au CHU, les malades. On a fait un article là-dessus, on n'a prévenu personne. 24 heures après, la police a réagi pour aller dégager l'endroit. Et ça, il faut le saluer. Bien sûr. Et puis on passe la circulation même dans notre pays n'est pas réglementée. Je l'ai toujours dit ici. Dans des capitales comme la nôtre comme ça, il faut réguler la circulation. Il faut prendre des mesures. Ça va paraître forcément, il y aura des dégâts, mais il faut réguler la circulation. Vous êtes aujourd'hui en pleine circulation. Les routes sont déjà tellement exiguës, mais vous avez affaire à plusieurs usagers. Les tricycles qui sont là, qui ne respectent rien, et qui conduisent comme si on est dans le... Actuellement, on va côtoyer les limousines aujourd'hui. Oui, comme on est dans un rodéo, et puis après vous avez les taxis-motos et tout ça. Donc ça va dans tous les sens. À un moment donné, il faut définir des périmètres. Je vous ai dit que dans certaines capitales, dans certaines grandes villes en Afrique, les motos sont reléguées dans la périphérie, au moins pour permettre une certaine fluidité. C'est comme ça qu'on voit qu'un pays est en train d'avancer, vous voyez. Et donc ça manque. Maintenant, la police, c'est le parent pauvre du système sécuritaire au Togo. Est-ce que vous avez encore vu des policiers en pleine rue avec des voitures, avec gyrophares, des motards, pour réguler la circulation? Ils sont et au niveau matériel. Au niveau du feu tricolore, des ronds-points. Oui, tout le matériel est pour l'armée. La police n'a rien. Quand il faut débattre des questions sécuritaires pour essayer de repartir les fonds, tout va à l'armée. C'est-à-dire, je parle de l'armée. À la gendarmerie. Oui, aux militaires et à la gendarmerie. Rien à la police. Et la police aujourd'hui, c'est le parent pauvre. Parce que vous prenez tous les commissariats, tout ça, c'est loué, c'est dans des états délabrés. Les gens sont dedans, il n'y a pas de bureau. C'est eux qui font les cartes d'identité, c'est eux qui font la sécurité routière, c'est eux qui régulent la circulation. Ils n'ont pas d'engin, c'est eux-mêmes qui... Avec le moto, j'ai appris que nous voulons ressembler au Rwanda. Que Paul Kagame, c'est le modèle qui inspire notre gouvernance. Paul Kagame récemment a remis des centaines et des centaines de moteurs et de véhicules à la police rwandaise comme... Oui, en même temps, vous criez qu'on consacre trop d'argent à l'armée, à la police, c'est comme ça au Togo, que le budget à ce niveau est assez lourd. C'est pour ça qu'il faut essayer d'équilibrer, d'envoyer une partie de l'argent pour envoyer l'armée à la police, pour les équiper, parce que c'est eux qui sont appelés aux tâches quotidiennes. Parce que ceux qui sont dans les circulations à 7 h déjà, ou à 6 h le matin,
pour essayer de parer au feu rouge pour que tout le monde passe vite. Et ceux qui sont là vers le soir. Mais c'est des gens qui rentrent à la maison vers 21h avec leurs torches et tout ça. Parfois, ils sont embêtés par les gens, par les usagers parce que les gens veulent forcer, les gens sont indisciplinés. Mais ces gens n'ont pas le matériel pour travailler. Et donc la police est le parent pauvre. Maintenant, les cas de corruption dont on parle, c'est parce que, bon, ils ne sont pas dans de bonnes conditions que parfois les gens sont obligés d'aller chercher le bonus du salaire dans la rue. Oui, pour finir, Eric, attends, on parle d'accident. Monsieur. Fait un tour, le plus grand commissariat qu'on a à Lomé, c'est le commissariat central. Il y a la cellule ou le service chargé d'accident, là-bas. Mais il faut qu'on change. Non, je viens. Non, parlons même pas du lieu local. Va dans l'enceinte du commissariat Tartar et demande la cellule accident. Tu vas sortir avec des larmes. C'est-à-dire, si toi tu donnes 100 000 francs là-bas, tu vas arranger les choses. Mais l'État n'arrive pas. Je dis cette cellule, allez voir dans quel état ça y est. La cellule chargée des accidents. C'est-à-dire, eux, quand il y a accident, c'est toujours eux qu'on appelle. Ils n'ont rien. C'est-à-dire, quand tu rentres là-bas, tu te dis, mais... parce que j'ai été victime de l'accident, j'ai vu. Mais tu te dis, mais on est où? C'est au Togo, dans la capitale? Ça n'a même pas l'air de quelque chose qu'on peut trouver à Guérékouka ou quelque part dans un village. Mais c'est au centre-ville, en 2018. Et ça, c'est cette cellule qui est chargée, je dis bien, des cas d'accident. Et pourtant, tout le temps, on fait le bilan. Donc, je dis, écoutez, à nos autorités, au ministre de la Sécurité, il faut y veiller. J'aimerais bien que le ministre de la Sécurité initie une mission, celle de faire le tour de ces services. Non, mais c'est pas présentable, on peut pas vous y conduire. Non, oui, il n'a qu'à aller pour voir. C'est-à-dire, le ministre va aller vivre de réalité de ces services. C'est très important. Il faut qu'il y aille pour faire un tour. Je ne sais pas depuis combien de temps le ministre a mis le pied au commissariat central, qu'il aille voir. Comment ces gens-là travaillent? Ça, c'est le commissariat central. Oui, le plus grand. Et puis parfois, même les fonds, parfois quand ils sont bien gérés, on peut réaliser des choses dedans. Regardez un peu ce qui se passe à nos frontières. Que vous traversez le Ghana ou que vous traversez le Bénin. 500, quand vous n'avez pas de carte d'identité, c'est tout un panier qui est là. Vous imaginez le nombre de personnes qui traversent la frontière par jour? Cet argent, En même ça panier. va où? Cet argent, ça va où en réalité? Moi, j'ai vu des gens à la frontière du Bénin, du côté du Togo, vous donnez 500. Le gars, il est là seulement, il prend les 500, il prend les 500. Oui, ça c'est tout le dit. Il est là-bas actuellement. Il met ça dans un sac. Côté Togo. Oui, il met ça dans un sac. Alors, cet argent va où? Au trésor. Qui sont ceux qui partagent cet argent? Vous savez que sur toutes les voitures qui rentrent au Togo, qui viennent de l'extérieur, les voitures d'occasion qui rentrent au Togo, il y a 8000 qui est dégagé pour Interpol. Oui. 8000 francs, c'est sur les Interpol, documents. Les gens ne savent pas. le Libanais C'est cet argent qui a créé des problèmes entre Titiquina et Agadadi à l'époque quand ils étaient à la police. En moins de quelques moments, vous pouvez ramasser 1 milliard. Parce que vous imaginez le nombre de voitures qui rentrent. Sur chaque véhicule, on prend 8000 pour l'Interpol. Cet argent sert au système d'Interpol local pour travailler, mais ça peut aussi servir à équiper les commissariats, à aider les gens dans leurs activités. Mais qui sont ceux qui gèrent ces fonds? Ça passe où? N'oublie pas les fonds des policiers et des gendarmes qu'on met au niveau des grands services privés. Ça passe où? C'est-à-dire les supermarchés. Oui. Pour la sécurité. C'est beaucoup d'argent. Oui. Va chercher à savoir. Vous savez que les banques payent. Et les banques qui requièrent les services de l'armée et de la police payent à l'armée, payent à la police. Oui. Vous savez que les sociétés pétrolières payent à la police pour traquer les boudins. C'est-à-dire que les sociétés pétrolières, oui, les sociétés pétrolières, c'est-à-dire quand je parle des sociétés pétrolières, Total, Shell, tout ce que vous savez, payent au ministère de la Sécurité pour traquer les gens du boudin. C'est pour ça que la traque du boudin est parfois saisonnière. C'est quand on paye, quand ils vont traquer les gens. Et cet argent, tout cet argent-là, donc tout le pays est transformé en un vaste territoire de business. On ne sait pas qui contrôle quoi. Et donc il y a beaucoup d'argent qui circule. Finalement. Et ça, il n'y a pas de compte à l'Assemblée nationale, par exemple. C'est ça. Cet argent dans le budget de l'État, on ne retrouve pas les traces de l'argent. Non, cet argent ne sert pas à équiper les commissariats, ça ne sert pas à acheter le matériel. Il y a des groupes qui se partagent tous ces facteurs-là, et puis après, bon, il n'y a plus rien. Monsieur, merci beaucoup. On pourra revenir sur ce sujet. Ce n'est qu'une parenthèse. Un autre jour, on pourra en parler. Je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à l'actualité togolaise. On va en parler. Mais d'abord, cette histoire de... On en avait parlé il y a 2 semaines, ou la semaine passée, je pense, oui, voilà. Ethiopia Airlines et Ecobank qui semblent jouer les hors-la-loi chez nous, au Togo.
par rapport à un dédommagement d'un Togolais abusivement licencié. J'ose croire que le débat n'est pas encore tranché, hein, Loïc Lawson, puisque vous en parlez hier encore dans votre journal. Oui, ben, c'est un cas qui nous intrigue parce que nous sommes en plein processus de réforme de la justice, en plein processus où on dit nul au-dessus de la loi et tout ça. On est dans un pays où habituellement la justice a été toujours dénoncée par la presse et par les citoyens, comme quoi elle ne dit jamais le droit en faveur du plus pauvre et de la veuve. Mais quand une fois elle le dit, ou les rares fois qu'elle le dit, il faut que ça soit exécuté. N'oublie pas que l'État togolais lui-même en personne, quand on en a parlé ici, quand il licencie abusivement, les licenciés, là, ceux qui sont licenciés portent plainte et parfois l'État est obligé de payer. Il y a le cas de la SNPT où ils sont payés en partie, mais beaucoup ne sont pas encore salis, il y a encore beaucoup à leur payer, mais au moins l'État a reconnu qu'il faut les dédommager, même s'il n'a pas totalement donné. Mais voilà le cas de Éthiopien qui licencie abusivement son employé. Et après tout un long parcours judiciaire, l'employé finit par remporter. Du moins, la justice finit par lui donner raison. Et voilà, une société ou une compagnie aérienne étrangère qui refuse, sous prétexte qu'elle est puissante ou sous prétexte qu'elle a qu'ils ont des ramifications dans le système, et refuse de s'exécuter. Et nous sommes revenus cette semaine en donnant l'exemple parce que nous sommes choqués du fait qu'on cite le chef d'État dans ce dossier et qu'on cite le nom du ministre Lata, patron de l'ANAC et de la SAC dans ce dossier, et nous avons dit mais non, il y a un problème. Tu te rappelles hein, en Côte d'Ivoire, Tanon, c'était au Togo, il était Marcel Tanon, tu le connais, le patron d'Ecobank. Il a été abusivement licencié. Et quand il a été licencié, il a porté plainte. Après un long parcours judiciaire, il a eu raison. L'Ecobank a raison de 6 milliards de francs CFA à lui verser pour tout compte. Et voilà, Ecobank a voulu faire le forcing à l'époque pour ne pas le payer. Rappelle-toi. Oui, bien sûr. Mais la justice ivoirienne, à travers ses auxiliaires, sont allés jusqu'à fermer des agences d'Ecobank. Des huissiers sont allés fermer des agences avant que Ecobank ne comprenne que ça c'est sérieux. Et ne s'exécutent. Ils ont brandi le chantage à l'État ivoirien du fait qu'on va plier les bagages, on va quitter. Mais Ouattara a dit quitter si vous voulez quitter. C'est un citoyen ivoirien que vous avez licencié abusivement, payez-le. Et ils ont fini par payer. Quelque temps après, Ouattara a nommé ce monsieur secrétaire général adjoint à la présidence, je crois. Mais c'est ça un État. Un pays doit se faire respecter, quelle que soit la personne en face de qui. Rappelle-toi récemment, entre la France et les États-Unis, il y avait une banque française aux États-Unis qui a eu à commettre quelques délits. Et elle a été condamnée par la justice américaine à payer beaucoup d'argent. C'était au temps de Hollande. Mais la justice, les Français ont trouvé que le montant était énorme et que ça pourrait risquer de faire couler la banque. Mais même Barack Obama à l'époque a été touché par Hollande pour voir si on peut. Mais Barack Obama a répondu à Hollande qu'il ne se gère pas dans les affaires judiciaires. Cette banque a dû trouver un truc pour payer. Voilà. Mais voilà ici, ce compatriote, la justice à la Cour suprême, j'ai dit mais c'est le summum, lui donne raison, et des avocats et des gens se disent mais écoute, le président au niveau de la présidence, c'est le président qui dit de ne pas payer. Ecobank refuse de s'exécuter malgré toute l'ordonnance d'exécution qui lui a été donnée, et on est là, on dit tantôt on cite le nom du chef de l'État, tantôt on cite le nom de l'État. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire que on estime que le chef de l'État, voilà, et puis on cite son nom, trafic d'influence. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ça au Togo? C'est une habitude. Les gens, le label Fort Yassimbe, c'est-à-dire les gens brandissent le label Fort Yassimbe pour faire leur connerie. Ça veut dire que ça a toujours marché. Mais ça a toujours marché. Rappelle-toi Fiao. Oui. Fiao, l'affaire Fiao. Fiao était parti Elvire. juste... Oui, Elvire. Et Ecoba, voilà. Oui. Et puis il est parti juste dans la cour de la présidence, hein, voir un conseil, il est sorti pour lui dire... Il a menacé les gens de Coban pour leur dire, lui, il vient de voir le chef de l'État. Il était dans la cour de la présidence. C'est pour dire que quoi? Quand un président ne sait pas sévir, et que les gens utilisent son nom pour faire trafic d'influence, pour faire des bêtises dans le pays, et qu'il ne se dit pas, les gens d'autres continueront pas à le faire. Bien. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ferdinand Ité. Oui, moi je pense que je n'aimerais pas être à la place de ce compatriote parce que vous voyez quelqu'un qui est à la maison depuis 7 ans, qui n'a plus de revenus, qui vit difficilement, qui gagne un procès et on doit exécuter la décision. Maintenant, il va jusqu'à la Cour suprême, il gagne un procès, on doit exécuter la décision.
il y a des gens qui essayent de manœuvrer pour empêcher l'exécution de la décision. Ces avocats sont timorés, ceux qui doivent prendre des actes juridiques pour essayer de contraindre la société à s'exécuter sont timorés. Et puis après on parle de mémoire. Et au fil du temps, on se rend compte qu'effectivement il y a des gens qui agissent avec des arguments du genre oui, il faut pas comment dit-on, il ne faut pas brusquer les compagnies étrangères parce qu'elles risquent de quitter le Togo. Alors quand une compagnie étrangère traite mal un de vos concitoyens, vous devez être solidaire pour que ce citoyen rentre dans leurs droits. Et je pense que les gens qui citent le nom, par exemple, de l'État ne le citent pas impunément. Il a certainement manœuvré ou posé un acte et que les gens l'ont vu. Vous savez, parce que c'est lui qui est à l'aéroport, oui. C'est lui qui cumule les deux sociétés qui gèrent à l'aéroport. Voilà. Et lui, en tant que cumulard, il se plaît dans sa situation et il ne peut pas aller au secours d'un de ses concitoyens qui lui a perdu son boulot. Lui, il a 2 boulots, peut-être même 3, et il y a quelqu'un qui n'en a même pas un seul. Et cette personne porte plainte contre une compagnie qui l'a licencié abusivement, la compagnie lui donne des droits, et eux, ils vont manœuvrer auprès de la justice pour que cette compagnie ne paye pas à ce concitoyen, avec des arguments comme quoi la compagnie va se fâcher quitter le Togo. Est-ce que quand Ethiopian licenciait ce monsieur, il ne savait pas qu'il posait un acte dommageable à un citoyen togolais? Donc voilà comment les Togolais se comportent. Quand il faut être solidaire avec leurs frères, ils préfèrent être solidaires avec l'étranger et gagner de l'argent chez l'étranger en noyant leurs propres frères. C'est pas normal. Donc moi je pense que au fur et à mesure qu'on avance, on commence par voir un peu les visages de ceux qui sont derrière ce dossier, qui sont en train de manœuvrer. Maintenant, il va falloir que, bon, Ethiopian et la banque comprennent qu'ils ne peuvent pas tenir dans ces situations-là. Parce qu'effectivement, comme Loïc le dit, ils sont des hors-la-loi. À un moment donné, il faudra payer à ce citoyen qui... Parce qu'ils sont allés... en plus du procès, le gars a gagné le procès, mais ils sont allés voir le monsieur pour une négociation à l'amiable en disant, bon, au boulot. Revenez travailler. Le gars dit non, vous m'avez licencié, ça fait 7 ans, je suis à 1 an de ma retraite, je ne gagne plus rien en revenant travailler avec vous. Vous m'avez humilié. Et donc moi je veux rentrer dans mes droits. Et maintenant c'est des Togolais eux-mêmes qui ont quelques petits intérêts, c'est des petits trucs auprès de ces compagnies-là qui vont maintenant noyer leurs propres frères. Est-ce que vous pensez que ça peut se passer en Éthiopie? Ça peut se passer, je ne sais pas, au Kenya où il y a Kenya Airways? Non. Donc voilà comment la situation est. Il faut que les gens arrêtent de se comporter. Mais je dois ajouter juste que notre justice aussi doit avoir les moyens, comme l'a dit Abilo. De contraindre? Oui, de contraindre à payer. J'ai entendu j'ai entendu un message passer sur une radio de la place où le conseil supérieur de magistrature dit si elle rend justice et que la justice rend et que le citoyen ne rentre pas dans ses droits, il faut saisir le conseil supérieur de la magistrature. J'espère que le conseil fera son travail. Parce que la justice, il n'y a pas plus fort qu'elle. Quand elle rend un arrêt ou une décision, il faut qu'on exécute. C'est comme ça. Et nul n'est au-dessus de ces juges. Le premier magistrat, n'oublions pas que c'est le président de la République. Bien sûr. Alors c'est à lui de veiller. C'est son nom qui est utilisé. Mais maintenant, c'est son nom qui est utilisé malheureusement pour ne pas s'exécuter. Il y a danger. C'est malheureux. Nous allons marquer la dernière pause et puis on parlera politique ensuite. Retour en studio avec mes confrères. Malheureusement, Fabrice Pekizi n'est pas là, c'est pas grave. Avec Loïc Lawson et Ferdinand Haïti, on poursuit. On va parler maintenant politique avec l'actualité chez nous, la question, la résolution de la crise politique. Ça fait 8 semaines déjà que... Et après la publication de la feuille de route, les représentants des facilitateurs sont annoncés à l'ONU la semaine prochaine. Ferdinand, c'est ce que vous écrivez ce matin? Oui, après le passage du président de la commission, Jean-Claude Cassibrou, cette semaine, qui est venu rappeler le contenu exact de la feuille de route, parce que vous savez qu'il y a eu, entre-temps des versions qui ont circulé, on a parlé de falsification, les gens se sont organisés pour expurger certaines parties de la feuille de route, et donc il est revenu clarifier la version intégrale de la feuille de route, et la semaine prochaine, peut-être mardi ou mercredi, il y aura les représentants des facilitateurs qui vont arriver, Guinée et Ghana, pour maintenant décortiquer aux acteurs
point par point, cette feuille de route-là, par exemple, quand on dit réforme de la CENI, comment ça sous-entend, quand on dit réforme de la Cour constitutionnelle, comment ça sous-entend. Parce que vous savez que la feuille de route a été un document contenu dans un rapport général. Bien sûr. Où on a parlé de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali et tout et tout. Donc, c'était pas un document qu'on a éclaté. Donc, on n'avait pas tous les aspects du document. Maintenant, il faut revenir, expliquer aux acteurs maintenant le document dans les détails. Vous savez que dans le communiqué, on a parlé du dialogue. C'est la phase active du dialogue qui va commencer. Oui, donc, on va décortiquer la feuille de route. Et puis, après ça, les chefs d'État vont revenir. Ça, je ne saurais préciser la date, mais ils vont revenir aussi pour accélérer le processus. Donc, c'est cette mission-là que les représentants des facilitateurs vont arriver pour faire la semaine prochaine. Alors, par rapport donc à la mise en œuvre des recommandations, Loïc Lawson, vous écrivez dans le journal hier, au charbon, à l'endroit au but, tout le temps à peine. Mais on a déjà perdu une semaine, hein, alors que nous avons une date. Je ne sais pas si elle est indicative, mais le 20 décembre prochain, nous devons aller aux urnes. Oui, je crois que c'est la meilleure des choses. Il faut aller au charbon, il faut vite aller. On n'a plus de temps à perdre parce que c'est justement l'argument, c'est de ne pas donner un argument à l'un ou l'autre camp de faire bloquer la situation. Moi, je dis la feuille de route de la CEDEAO telle qu'elle est une bonne chose pour le Togo. C'est pour ça l'année passée, la semaine passée, on a parlé de pacte qualitatif. Il faudrait que, et maintenant, et c'est ce que la CEDEAO a essayé de faire, maintenant je comprends, une semaine peut-être la CEDEAO a pris le temps, parce que ceux qui dirigent la CEDEAO, et ceux qui dirigent, du moins c'est le président de la commission, il a d'autres charges, à part le Togo, il y a d'autres pays. Il est parti, il a sûrement encore vu les chefs d'État, et maintenant il est revenu pour essayer de rencontrer les acteurs, et pour voir comment, c'est-à-dire quoi le chronogramme pour mettre en place cette feuille de route. Et je crois qu'au cours des discussions, et c'est que moi, d'après ce qu'on a eu comme indiscrétion, et c'est au niveau c'est Fabre qui a voulu encore mélanger les pédales, mettre les pieds dans les plats. Et c'est ce que mon frère Togo Matin a écrit ce matin. Hein? Jean-Pierre Fabre prépare la voie pour un futur blocage. En quoi Jean-Pierre Fabre aujourd'hui prépare encore un blocage? Non, mais ceux qui étaient dans la salle ont vu. Et ceux qui sont surtout proches du président de la commission de la CEDEAO, le Libanais, n'ont pas compris. Ils ont dit, il y a eu des expressions du genre, mais avec cette opposition, on va arriver, est-ce qu'on peut arriver à une alternance demain? C'est-à-dire, une opposition, ce n'est pas responsable pour l'opposition que des chefs d'État. En amont, ils n'ont pas fait un lobby pour faire insérer des choses. Que les chefs d'État ont pris tout leur temps pour essayer de mettre en place une feuille de route, se sacrifier pour le pays, pour notre pays, alors qu'ils ont des charges qui sont les leurs. Ils mettent la feuille de route en place, ils quittent le pays. Mais ils mettent un garde-fou à côté, c'est-à-dire ils mettent à côté une commission qui sera chargée du suivi, de suivi. Ces chefs d'État sont venus au ministère de cette feuille de route. Vous n'avez rien dit. Au pire des cas, vous avez fait sortir un communiqué pour dire oui, vous acceptez, mais c'est insuffisant. Mais vous ne pouvez pas venir au cours d'une réunion pour voir comment mettre cette feuille de route en place. Commencer par dire, bon, la CENI là, il faut la dissoudre, on n'est pas d'accord, le découpage électoral, il faut le revoir. C'est pas normal. Oui, mais c'est contenu quand même dans la recommandation. Il va falloir revoir tout ça. Justement, ces genres de problèmes ont été mis, ces genres de problèmes, on les soulève en saisissant la commission de suivi. C'est-à-dire ça, on n'a pas besoin d'aller à Sciences Po pour le savoir. Vous acceptez le déroulement de la feuille de route. Maintenant, le blocage de ces genres de blocage, vous les relevez et vous saisissez la commission qui va saisir les chefs d'État. Vous ne pouvez pas bloquer les travaux pour dire non, on ne va pas évoluer tant que vous ne revoyez pas le découpage, tant que vous ne faites pas ci, tant que vous ne faites pas ça. Ça fait plus responsable d'admettre et maintenant de saisir. C'est quand vous saisissez que le débat, on peut maintenant voir, écoutez, voilà à tel niveau, on n'a pas bien fait, on n'a pas bien regardé, voilà ce qu'il fallait faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais quand vous bloquez, ça fait irresponsable. Et là, je crois que c'est le président de l'ANC qui l'a fait dans la salle, et je crois même que des membres de la C14 n'étaient pas trop contents de lui, et même au niveau de la CEDEAO, on n'était pas content de lui, parce que ce n'était pas professionnel. C'est pour un politique assez rusé comme lui, ça, je ne sais pas, et ce qu'il a dans la tête, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait créer, mais je crois que, heureusement que ce n'est plus l'ANC seul, c'est la C14, les autres ont plus de la hauteur et on sait de comprendre et de demander à ce qu'on avance. Je termine avec tout à l'heure, Loïc, on évoquait ce point de blocage, ce qu'on a assisté cette semaine donc à l'hôtel de février lorsque la commission de la CEDEAO était de retour. Vous avez compté à faire là-dessus. Et puis la CENI aussi qui s'est signalée. Bon, la CENI, c'est des agitations qui ne vont pas loin. Je pense qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne. Il y aura une clarification la semaine prochaine, tout le monde sera véritablement assidué, et puis on verra comment les choses vont se passer. On
n'a pas fait tout ça à Lomé pour après laisser les choses aller dans tous les sens. Ceux qui veulent Parce que ça va dans tous les sens. oui, c'est ça commence par aller dans tous les sens. Par exemple, les gens interprètent à leur manière un certain nombre de choses en disant oui, on nous a dit de démarrer la machine, on veut constituer les CELI pour organiser le recensement électoral, alors que c'est pas comme ça que ça a été dit, et donc les gens sont en train de faire des bêtises. Donc moi je pense que la semaine prochaine, avec l'arrivée des représentants des facilitateurs, tous les points seront clarifiés, y compris les points non contenus dans les recommandations. Je ne veux pas donner de la primeur ici par rapport à quelques infos, mais tous les points seront clarifiés et chacun sera situé par rapport à cette feuille de route-là et le chronogramme de la mise en œuvre. De la mise en œuvre. Vous savez, quand on dit dans la feuille de route qu'il y a une équipe d'experts qui vont assister à la CENI, c'est cette équipe qui viendra voir comment est-ce que quelle est la situation aujourd'hui, les tâches qui sont là, comment est-ce qu'on va refaire le recensement. Ils ont dit le recensement intégral, ça veut dire le recensement. Ils ont dit la révision intégrale, ça veut dire le recensement. Et dans quel délai on peut le faire? Ouais, donc tout ça va conditionner d'abord l'organisation des élections. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis dans le rapport qui a été lu, il a été dit que les facilitateurs vont rendre compte au chef d'État au sommet le 22 décembre à Abuja. C'est-à-dire que 2 jours après la date indicative des élections. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas visibles pour le moment. Il faut laisser les choses se dérouler selon leur rythme et puis on verra. C'est pas, moi, je pense qu'il n'y a pas encore de danger. On va voir comment les choses vont se passer. Alors, que se passe-t-il encore avec l'ancien brave de Fort Gnassingbé, Pascal Bodiona, déjà entendu, écouté, consulté par visiblement son frère et ami ghanéen, le facilitateur, Nana Akufo-Addo. Vous nous renseignez ce matin qu'il a été de nouveau consulté par Nana Akufo-Addo. Ça peut être lui, le prochain remplaçant de Fort Gnassingbé à la tête de l'État togolais? Je n'en sais rien, mais je ne pense pas que c'est dans ce sens-là que cela se passe. Je pense que c'est dans le sens du rôle qu'il a joué avant le dialogue. Vous savez qu'avant le dialogue, il avait été reçu par Nana Akufo-Addo et le président Ouattara qui était en visite à Accra à l'époque. Oui. Et puis, pendant le dialogue, il a été pris comme une personnalité ressource par la médiation ghanéenne qui l'a souvent associé à certaines discussions pour comprendre réellement tout le problème togolais dans sa complexité. Et puis après, il y a un autre aussi qui a été consulté à Londres, François Bokor, qui sont des gens très avisés, qui peuvent renseigner un certain nombre d'acteurs sur le caractère complexe de la situation politique togolaise. Et donc, je pense que c'est ce rôle-là de personnalité ressource. C'est ce rôle-là qui est M. Pascal Bodiona en train de jouer. Et c'est dans ce sens que c'est juste dans la droite ligne de ce rôle-là qu'il a été reçu cette semaine à Accra. Mais visiblement, rien n'a bruité comme sur ce qui a été dit entre les deux hommes. Oui, bon, nous, quand on a écouté l'entourage, on nous dit, bon, le personnage est fidèle à sa méthode, il ne veut pas parler pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas, mais on nous a confirmé quand même qu'il y a eu cette rencontre-là pendant 2 heures à Accra et qu'il est rentré déjà à Lomé, et que c'est dans la droite ligne de ce qu'il faisait avant, et que, bon, maintenant que la feuille de route est sortie, et ces médiateurs ont toujours besoin de la vie de ces personnalités qui, entre-temps, ont donné leur point de vue sur la situation, comment est-ce qu'il faut aider les deux camps à sortir de la crise. Parce que vous savez que ces gens aujourd'hui, Pascal Bodiona par exemple, n'est plus un acteur de premier plan dans le système, il est en retrait, disons-le comme ça, de la vie politique, et donc les gens estiment que, bon, on peut avoir la vie de ces gens de personnalités qui ne pourront pas glisser, qui seront un avis impartial, oui, et qui pourront donner en tant que... Bon, c'est des gens qui ont géré des postes aussi sensibles, qui ont organisé souvent les élections, donc ils ont quand même une expérience à partager avec les facilitateurs. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a été reçu, mais son entourage dit qu'il ne veut pas donner les détails de ce qui a été discuté avec le président ghanéen, mais qu'effectivement, il a été reçu pendant de longues heures à Accra. Un commentaire là-dessus, Loïc. Je ne sais pas ce que je dois dire là-dessus. Bon. D'accord, très bien. Écoutez, bon... Vous n'avez pas l'information là? Je n'ai pas l'information, mais moi, mon problème, c'est que, bon, maintenant, Pascal longtemps silencieux, Pascal longtemps en position ambiguë,
Et je me dis que... Si c'était trop. Oui, parce que tu sais, la politique, c'est pas pour les Mamadou, et comme on dit, c'est pas pour les Koulibaly. Et Pascal n'est pas un Koulibaly, on sait que c'est un homme politique avisé, et il sait ce qu'il faut pour aider ce pays à sortir de la crise. Bon, c'est vrai, on comprend. Son silence vous agace. Oui, ça devient agaçant, et à la limite, ça devient... Il faut, normalement, après la feuille de route, moi, je faisais partie de ceux qui ont Mais il est en savoir, silence son avec avis. son Dieu. Non, sur la feuille de route, il faut avoir moi, Loïc, j'aimerais bien avoir son avis pour les lecteurs, les auditeurs, les Togolais aimeraient avoir son avis sur cette feuille de route. Tu vois trop de silence en politique, c'est vrai que... Je ne pense pas que c'est parce que les gens sont silencieux qu'ils ne travaillent pas. Je pense même qu'il y a certains qui travaillent plus en silence que ceux qui parlent. Et c'est le travail de ces gens-là qui est très efficace. Je ne veux pas dire certaines choses ici. Il y a des gens qui ont transmis aux facilitateurs et même à certaines puissances des documents qui ont permis d'appréhender véritablement le fond du problème togolais. Ces gens-là n'ont jamais pris la parole en public, mais qui sont là, qui travaillent. Ces gens-là savent à quel moment il faut parler. Ils prendront la parole publiquement. Pour nous qui avons envie d'écouter les gens, ils ont besoin d'être dans cette position pour être plus efficaces. Je pense qu'il ne faut pas leur demander trop pour le moment. Et je sais que ces gens-là sont régulièrement consultés aussi par la classe politique, y compris la C14, qui vont les rendre visite, qui essaient de voir. Il faut comprendre aussi la position de Loïc. C'est ce que je dis. Moi, je comprends parfaitement cette ligne. Mais l'autre ligne, je dis, moi, ce que je sais, j'ai vu des hommes politiques assez rompus, et peut-être mieux que Pascal dans d'autres pays, dans des situations où Pascal s'est retrouvé, et j'ai vu comment leur réaction a été. Je n'ai pas dit d'être tout feu, tout flamme, de parler, de dire non. Mais quand ton pays... Le silence, c'est une manière de parler. Oui, mais ton pays, pour moi, c'est comme dans ta maison, ça ne va pas, tu te tais, et pourtant, on sait que tu peux aider la maison à te... On dit non, j'arrange de loin, je me tais parce que je suis... Non, moi je pense que trop de silence ne fait pas l'homme politique en réserve de la République, comme il le dit. Trop de silence, tu vas surgir à quel moment? Quand ça serait réglé, pour dire, quand ça serait réglé, encore qu'on sait que tu n'es pas à la retraite, en retraite, oui. En retraite, et que tu es encore jeune, et que tu as encore de la force pour faire de la politique, et là, tu es silencieux, ça amène quoi? Ça amène quoi? Ça amène justement des écrits comme ce que Jeune Afrique a écrit il y a quelque temps, comme la lettre du continent, parce que de l'autre côté, on essaie de faire croire aux gens que non, ben, il est avec nous, il a apprécié, il nous a bu, il a... et tout ça aussi. Au niveau de la C14 aussi, parfois on se dit, mais la C14 aussi dit, mais il est où? Mais lui, il attend qu'on finisse le job. Il attend qu'on finisse le job et puis il va en bon animal politique, il attend le bon moment pour prendre la balle. C'est trop compliqué. Ce sont des interrogations. Je pense pas que ça se passe comme ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la C14 qui rencontrent Pascal régulièrement. Ils travaillent. Ah bon? Oui, ça tout le monde le sait. Mais il rencontre aussi les gens du pouvoir. Attends, il travaille. Mais il semble qu'il rencontre aussi les gens du pouvoir. On dirait aussi qu'il travaille. On dirait aussi qu'il travaille. Ils sont souvent en concertation. Parce qu'il y a certains, c'est compliqué. Leur silence ne veut pas dire qu'ils ne bossent pas. Est-ce que vous savez la teneur des discussions qu'ils ont eues, par exemple, à Accra, pourquoi il a été appelé? Personne ne le sait. Est-ce que vous savez quel effet ça va avoir? Est-ce que vous savez, par exemple, quand le président Ghané a rencontré Boko à Londres, quel document il lui a remis? Quel mémo il lui a remis et quel effet ça a eu? Est-ce que vous savez que des gens ont travaillé autour de la France pour que les choses puissent avancer? Est-ce que vous savez comment est-ce que, par exemple, Bouhari est arrivé à la tête de la CEDEAO? C'est la France qui l'a imposé. Et donc, il y a des choses qui se font, mais en tout silence, parce que c'est dans cette position que les gens sont efficaces pour aider ceux qui sont sur le terrain et qui sont dans le feu de l'action. Parce que sans la convergence de tous ces facteurs-là, on n'aura pas avancé, parce qu'il y a des gens qui, parfois, c'est-à-dire qu'il y a certains aspects de la question togolaise qui échappent parfois à certains acteurs immédiats. Il faut que d'autres personnes puissent être des compléments. Et ce travail-là se fait, mais en tout silence. Donc, aujourd'hui, on ne voit que les résultats. Et on pense que, écoutez, il y a la feuille de route qui a été déroulée. Mais c'est le travail de plusieurs personnes, y compris ceux qui sont silencieux. Messieurs, merci beaucoup. L'actualité politique et ce qui se passe sur le continent intéresse beaucoup de concitoyens, on le disait. On va commencer par
La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où, en début de semaine, le président Alassane Ouattara a fait un discours dans lequel il a annoncé libérer 800 détenus. Il faut préciser que sur les 800, il y a 500 qui sont déjà en liberté provisoire. Et puis les 300 autres, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Un geste qui va contribuer à la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est sûr. Est-ce que cette histoire peut-il ou peut-elle inspirer d'autres sur le continent, comme au Togo? De toute façon, il faut saluer le courage de l'homme. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais ménagé Ouattara. Parce que je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que ce monsieur n'était pas, ou il est venu au pouvoir très mal, et qui n'était pas le gagnant de l'élection de 2011. Je faisais partie de ceux qui le croient. Maintenant, un homme politique et un homme d'État, on le voit à l'œuvre. Ouattara vient de démontrer par l'acte qu'il a posé qu'il est un homme d'État. Parce que même s'il y a des calculs politiques derrière, un homme d'État, c'est cela. À un moment, avoir le courage, se transcender, être au-dessus de ses conseillers et de tous ceux qui t'entourent pour prendre courageusement son destin ou le destin du pays, pour mettre le destin du pays devant. C'est comme cela. Et ce qu'il a fait autour de lui, c'est pas que les gens seront contents qu'il libère Simon à ce moment stratégique. Pas seulement Simon, Lydia Kwasi qui a été livré par le Togo et bien d'autres pontes du pouvoir. Il a senti à la fin de son mandat qu'il faudrait que seule la Côte d'Ivoire et ses fils doivent compter. Et il a courageusement libéré ces personnes. Et moi je dis bravo, quel que soit le calcul politicien, parce qu'il y en a les calculs, je sais, parce qu'avec sa guerre avec la PDCP, le PDCI, Soro, tout ça, il fait certains calculs. Mais le plus important, c'est le courage. Et ce courage, nous en avons besoin aussi chez nous. Parce que des prisonniers, on en a. Autopolitique, on en a. Surtout avec les manifestations. Et depuis, on demande de les libérer, on les libère à contre-route. Le problème, Pacha, est un problème aussi qui est là. Deux problèmes similaires. Tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Au Togo, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et puis, en Côte d'Ivoire, on a ajouté, je ne sais pas, il y a d'autres charges plus graves que pour Pacha. Et pourtant, tu l'as libéré. Pourquoi? Je peux dire que quoi? Parce que moi, je suis convaincu qu'autour, pour le cas d'un homme d'État, on le retrouve comme ça. Pour le cas de Pacha, il doit prendre ce courage de le faire libérer parce que ça fait partie de la réconciliation. En plus, ils sont demi-frères. Mais oui, laissons même le côté demi-frères. La réconciliation aussi au Togo passe par là. Parce que ce monsieur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est qu'il peut mobiliser derrière lui autour du fort. Je ne sais pas s'il y a deux ou trois personnes qui peuvent le faire. Je veux avoir aussi l'avis de Ferdinand sur le cas de la Côte d'Ivoire avant de parler de la RDC. Le cas a presque tout ramassé. Il y a des prisonniers au Togo qui ont besoin d'être libérés aussi. Il y a les jeunes manifestants, PNP, Nuboke et tout ça qui sont en prison. On vient d'évoquer avec Kofi Nyanzozo. Et puis il y a cette affaire-là qui traîne depuis. Son propre frère qui est en prison depuis des années. Des chefs d'État interviennent dans les coulisses pour qu'ils puissent relâcher Pacha. Ali Bongo est intervenu, le président Ghani est intervenu, Alpha Condé est intervenu, et ça traîne depuis. Vous vous rappelez, Ali Bongo avait fait un tour ici en allant dans un pays sud-américain. Oui. C'était pour ce problème qu'il était là. Ah, et donc, on promet chaque fois qu'on va libérer, on ne libère pas. Et ça, ça continue d'entretenir la tension, parce que ça, c'est d'abord ton propre frère, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, ça fait 9 ans qu'il est en prison, à un moment donné, il faut passer le ponge pour avancer. Et parce que celui qui maintient son frère en prison est lui-même en prison, parce que sa conscience n'est pas soulagée. Et c'est ça qui est louable dans le geste de Ouattara, quel que soit ce qui s'est passé dans ce pays-là. À un moment donné, ils se sont dit, bon, on arrête, et on remet tout à terre, on repart sur de bonnes bases. Ça a été fait en Guinée équatoriale, ça vient d'être fait en Côte d'Ivoire. Je pense que celui qui est ici doit prendre de la hauteur, ne pas écouter ceux qui l'entraînent sur des chemins. Ils disent, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas laisser ces gens-là qui font des faux rapports pour dire à un moment donné, pour décrisper la situation, je vais quand même prendre un axe. Peut-être Pacha Yassingbe à l'extérieur ferait mal à beaucoup de personnes. Moi, je n'en sais rien, mais si le Togo a pu avoir les moyens de l'arrêter, de le mettre en prison depuis 9 ans, je pense que ce n'est pas de l'extérieur qui va être dangereux. En plus, son frère. Et au-delà du fait qu'il est son frère, les enfants de son frère. C'est compliqué, oui. Et donc, c'est très compliqué. Et ça casse des liens et tout ça. Mais je pense que pour lui-même, pour son propre bien, il est chef d'État, c'est un conseil qu'on lui donne. Il
faut qu'à un moment donné, ils se disent, bon, je vais mettre les gens dehors, surtout s'il y a même certains qui n'ont rien fait, qui sont en prison, il faut les élargir pour que, bon, la sérénité revienne dans le pays. Sinon, on va aller dans tous les sens. Et puis, bon, tu sais, Pacha a beau être brutal. C'est pas normal. Je ne connais pas le monsieur, je ne l'ai jamais croisé ni croisé sa main. Mais j'ai entendu parler qu'il est brutal, il est tout. Il a beau être brutal, la prison va à un moment, la prison s'accroche. Et puis nous avons évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, de tous ceux qui sont dehors, qui doivent rentrer maintenant. C'est-à-dire que les exilés, tout ça, au Togo, on en a plein qui sont dehors et qui ne peuvent pas rentrer parce que, bon, soit on les recherche, soit c'est pour des problèmes de... Si vous avez le cas, par exemple, Bokor, vous avez le cas Agba Bertin, vous avez des gens qui sont dehors. Olivier Ama aussi. Oui, Olivier Ama, tout ça. Et ces gens-là doivent rentrer. Ce sont tous les fils du Togo. Il faut à un moment donné se dire, bon. Et bizarrement, tous ces gens-là, la plupart, sont de l'ethnie du président. Ça veut dire qu'il y a quelque chose même qui se passe à l'interne. Donc je pense qu'il faut qu'ils prennent de la hauteur pour libérer Alors, le troisième mandat était un sujet également sur le tapis, que ce soit en RDC ou au Togo. Kabila vient de dire, bon, sans le dire, il y a qui le remplacera pour aller aux élections. Kabila dit non, et ça vous a inspiré dans un article que vous avez publié hier. Oh oui, bon, parce qu'on ne peut pas passer. Oui, mais écoutez, on ne peut pas passer inaperçu sur un sujet pareil. Et Kabila, troisième mandat, longtemps le suspense a été gardé. Finalement, il a dit non, je renonce. C'est vrai que ce n'était pas facile. Il y a des pressions. Il y a des pressions. Kabila pouvait forcer pour dire qu'il doit aller. Je ne sais pas ce qui va, à l'heure actuelle, ce qu'il devait advenir. Mais bon, je ne sais pas. La sagesse a prévalu. Il a dit qu'il arrête. La pression, c'est vrai, la pression de la France, des États-Unis, un peu partout, des puissances. Mais aujourd'hui qu'il a dit qu'il ne va plus, le monde n'a pas changé. La RDC n'a pas changé. La RDC continuera et sans lui. Tu comprends? Et lui-même l'a dit dans une interview, le pouvoir ça use. Et qu'il allait respecter la Constitution. En réalité, Kabila n'a jamais dit même qu'il allait être candidat. En réalité. Lui, il n'a pas dit non plus. Il n'a pas dit non plus qu'il ne le ferait pas, mais il a toujours dit je respecterai la Constitution. Bon, la pression de la CENCO, la pression de je ne sais. Finalement, il a dit qu'il n'y va pas. Moi, j'ai dit là, c'est qu'il faut retenir. Ce n'est pas le Kabila mauvais, ce n'est pas le Kabila si, ce n'est pas le plus important à retenir, c'est qu'il a dit qu'il n'y va plus. Et s'il y a une amitié à lui donner, à lui accorder, accordez-lui pour si on peut, ça peut passer par là-bas. Bon, il n'a encore rien. Non, au niveau de l'Assemblée nationale, il doit être voté dans ce sens pour les anciens chefs d'État. Bon, d'accord, très bien. Oui, Fagina, et puis on rend la tête. Non, pour moi qui suis au Togo, qui vit des gens qui ont déjà fait 4 ou 5 mandats et dont les papas ont fait 40 ans, ça pose un problème. Et là, c'est une leçon pour eux. Ceux qui s'entêtent en se disant que, bon, écoutez, on est encore dans les années 60, dans les années 70, ou les années 80, et qu'il n'y aura rien se trompe. Moi, je peux leur dire qu'il faut qu'ils tirent les leçons de ce qui est en train de se passer autour d'eux. Visiblement, le régime togolais ne veut pas prendre, conscience de ce qui se passe autour de lui. Le monde est en train de s'effondrer autour de lui. À un moment donné, les choses vont se précipiter, les gens n'auront même pas de gilet de sauvetage. Donc, je pense que fondamentalement, la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est qu'il y a une vie après le pouvoir. Et Kabila qui a fait 2 mandats, il a fait 2 ans de plus. Oui. Ce n'est pas la Constitution qu'il faut voir. Ce n'est pas le caractère juridique des textes qu'il faut voir. Les gens vous diront, oui, la Constitution permet d'aller aux élections le temps qu'il faut. Non. Quand vous faites 10 ans, c'est que vous avez fait 10 ans. Si vous faites 15 ans, c'est que vous avez fait 15 ans. Et donc, je pense qu'il faut que les gens reviennent sur terre pour se dire, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Sinon, les choses vont vous quitter et à un moment donné, vous n'aurez même plus les moyens de faire face aux événements. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est comme quand on était pendant les indépendances. Vous savez que la série des indépendances qu'on a connues a été comme boule de neige. Les pays se sont suivis les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le cas du Togo va être réglé, mais il faut que les gens fassent attention pour ne pas être surpris par les événements. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Ferdinand Haïté, le patron du bi-hebdomadaire à l'Alternative, et Loïc Lawson, le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Entre-temps, on a eu au téléphone Kofi Miazolo, conseiller juridique au niveau de Codi et Togo de Mouvement Nouveauté. Merci également à Jack Coste qui assure la coordination. Nous saluons tous nos amis de la Gazette du Togo.com. Merci à vous. Appelez-moi, c'est Rigato. À la semaine prochaine. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.